Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Des opposants à Alpha Condé convoqués à la direction de la police judiciaire. Son principal adversaire à l'élection présidentielle du 18 octobre s'est fait entendre cet après-midi. Cellou Dalein Diallo, dans une déclaration ce jeudi, pense que le président Condé instrumentalise la justice. Des employés de l'hôtel Sheraton sont envoyés au chômage. Leur tort, les accidents involontaires et leur appartenance syndicale à printemps. Et puis, c'est la tradition, les vendredis, la page sport interviendra en fin d'édition. Paul Fatia Tunkara nous parlera entre autres de la sanction contre Isiaga Silla qui aurait divisé le protocole sanitaire après la victoire du Sili face au Tchad. Encore une fois, bienvenue à tous. Abdoulaye Ba, Ousmane Gawal et Étienne Soropogui se sont fait accompagner ce jeudi par leur pool d'avocats à la direction centrale de la police judiciaire. Ils sont venus répondre au mandat d'arrêt émis contre eux par le procureur de la République. On leur reproche de menaces de nature à troubler la sécurité et l'ordre public. Un simple montage et un dossier vide, a réagi leur défense. Bernard Koundounou et Tierno Sadouba. Pour éviter que la brutalité ne continue, pour éviter que les humiliations ne continuent, pour éviter que 25 pick-up, 20 pick-up de policiers, de gendarmes ne continuent à débarquer au domicile respectif de nos clients qui sont des personnalités respectueuses de ce pays, nous avons demandé à ce que leur interpellation obéisse au respect de la dignité humaine, des libertés publiques, des libertés individuelles. C'est dans ces circonstances qu'hier soir, nous avons reçu les convocations, nous avons rassuré nos clients et ce matin, le bâtonnier Traoré, en notre compagnie avec Maître Amadou Diallo, nous nous sommes transportés, Maître Keta également, à la direction centrale de la police judiciaire. Il faut le reconnaître, nous avons été bien reçus dans le respect, dans les règles de l'art et aussitôt nos clients ont été éparpillés dans les différents bureaux pour les séances d'interrogation. Ils ont tous été interrogés à notre présence effective pour des faits que je viens de vous relater, mais en réalité ce sont des montages. Nous pensons qu'ils sont inquiétés tout simplement pour leur opinion politique. Parce qu'en réalité, le dossier il est vide. Nous venons de sortir de leur interrogation. Nous sommes dans l'attente de la décision qui va intervenir. Notre souhait aurait été que nous rentrions avec nos clients et qu'on revienne demain. Mais en attendant que cette décision ne soit prise, nous sommes obligés de rester ici, attendre. Parce qu'après les interrogations, la direction est en train de se concerter par-ci, par-là, pour voir la conduite à tenir. Dans une déclaration lue ce jeudi par Cellou Dalein Diallo, l'UFDG et son allié l'ANAD ont condamné, je cite, l'instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlement de comptes politiques. Ils exigent sans délai la libération de ces détenus. Antoinette Dédé Univoki. L'UFDG et ses partis alliés exigent la libération sans délai des détenus et l'arrêt des poursuites judiciaires contre les cadres et militants interpellés par le parquet. Elle l'a fait savoir cet après-midi lors d'une déclaration lue au domicile de Cellou Dalein Diallo à Conakry. Faute de quoi, l'UFDG et l'ANAD ne tarderont pas à prendre toutes les dispositions pour défendre les droits et libertés de leurs partisans. En tout état de cause, ces violences inouïes et ces harcèlements judiciaires déclenchés par Alpha Condé contre l'UFDG et l'ANAD ne feront que galvaniser la volonté de leurs partisans à défendre, quoi qu'il arrive, leur victoire acquise dans les urnes.
Le principal opposant au régime d'Alpha Condé réclame toujours sa victoire à l'élection présidentielle du 18 octobre et condamne avec la dernière énergie ce qu'il qualifie de coup d'État électoral qui continue de faire des victimes, notamment dans les rangs de son parti. Après avoir séquestré à son domicile le candidat de l'UFDG et de l'ANAD à l'élection présidentielle du 18 octobre, fermé manu militaris ses bureaux et le siège de son parti et fait tuer 48 personnes lors des manifestations post-électorales, le tyran a décidé de décapiter l'UFDG en se livrant à une véritable chasse aux sorcières contre ses dirigeants. Venu apporter son soutien à l'UFDG et ses alliés, le président du RGD, Maître Abdoul Kabele Kamara, a déploré la procédure adoptée par les autorités guinéennes. Sans accomplir aucune autre procédure légale, on va directement chez quelqu'un, on le prend dans sa famille, on le kidnappe, on l'amène directement à la police judiciaire. Ça, ce sont des choses regrettables. Les lois de procédure pénale sont d'ordre public. On ne peut pas les violer. Et quand on les viole, ça va affecter toute la procédure subséquente. Nous souhaitons que le gouvernement là se ressaisisse. Moussa Filan Traoré déplore la situation sociopolitique de la Guinée. Il l'a fait savoir ce jeudi lors d'une interview accordée à notre équipe. Le président du conseil d'administration de l'ANAIM pense que la politique ne devrait pas être la source de troubles, ni de l'égocentrisme ou encore de l'ethnocentrisme qui entame aujourd'hui durement le vivre ensemble en Guinée. Ouminatou Sidibé, Aminata Wilsouma et Abou Koria Kourouma. Il s'est engagé, selon lui, au prix de sa vie pour la victoire du président Alpha Condé. En plus de ses ambitions en faveur du parti au pouvoir, il prône la paix et la cohésion sociale dans le pays. Convaincu que mon éducation que j'ai dans mon village natal, la conviction est sacrée. Je crus en l'homme Alpha. Je crus que c'est un symbole pour ce pays. À cause de ma petite taille, je suis monté sur le capot de mon véhicule. J'ai interpellé le président de la République. Professeur, regarde cette foule. Ces lettrés et ces analphabètes qui n'ont pas besoin d'un poste de responsabilité. Aie pitié d'eux. Écoute leurs cris de cœur. Ils tiennent à la nouvelle constitution. Pour la cause du RPG arc-en-ciel, il s'est démarqué lors de la campagne électorale. Pour lui, la politique ne doit être qu'un levier pour prôner l'ethnocentrisme. Il condamne l'autoproclamation du président de l'UFDG, même s'il estime que son acte n'est pas impardonnable. Ça, c'est une conviction. Comment aujourd'hui, quand moi je dois pardonner d'aller me confondre à un imbécile? Il faut qu'on se respecte. Les élections présidentielles de mars 2019 sont déjà derrière nous. Moi, j'ai oublié ça. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est la paix et le développement de la Guinée. La démocratie veut que la majorité tienne compte de la minorité. Les résultats définitifs publiés par la Cour constitutionnelle ont confirmé la réélection pour un nouveau mandat du président Alpha Condé. Notre intervenant, l'un des lieutenants du parti au pouvoir, formule des plaidoiries en faveur de l'opposition. Le panier de la ménagère de la Guinée, entre moi et Dieu, je jure encore. Le panier de la ménagère de la Guinée sera le meilleur panier en Afrique de l'Ouest. Le président du conseil d'administration de l'ANAIM demande à tous les Guinéens d'opter pour la paix, gage d'unité et de développement. Dans le même cadre, une organisation trouve que la solution aux multiples crises politiques que traverse le pays est le bipartisme. Le mouvement appelé Guinée avant tout a animé un point de presse ce mercredi pour partager cette position avec les médias. Mohamed Valek Touré et Lamine Silla ont pris part à la rencontre à suivre. Face aux multiples crises que le pays a enregistrées pendant l'élection présidentielle, le mouvement Guinée avant tout préconise l'instauration du bipartisme. C'est au cours d'un point de presse animé à la MDP que les responsables du mouvement ont expliqué la nécessité de ce système politique en Guinée. Après une analyse profonde et critique sur la situation, nous avons trouvé que vraiment c'est le système qui nous a été imposé
qui nous a été imposé parce que ce n'est pas les Guinéens qui se sont retrouvés pour dire non, il faut adopter ce système-là. C'est un système qui nous a été parachuté, si vous le voulez. Eh bien, depuis là, la Guinée ne se retrouve pas. À chaque approche des élections, c'est des exactions, c'est des enfants qui tombent. Présent à ce point de presse, Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile. Il trouve nécessaire le passage du multipartisme au bipartisme. Quand vous prenez les résultats des dernières élections tout récemment, il y a 2 grands partis politiques qui se partagent les 90% du suffrage. Mais est-ce que nous n'avons pas déjà les bases du bipartisme? Il suffit seulement d'avoir le courage de mentionner dans la Constitution et sur la base du suffrage qui est obtenu par ces candidats depuis ces élections-là, avoir un exposé des motifs, des argumentaires pour qu'on aille à un débat constitutionnel sur le système politique en Guinée. En tant que société civile, il rappelle qu'après avoir examiné les années de démocratie et de multipartisme en Guinée, ils se sont rendus compte que les maux les plus importants de la société guinéenne sont provoqués par ce système. Tout le monde est convaincu qu'à chaque élection, au lieu que ce soit les projets de société qui s'affrontent, c'est des hommes providentiels qui s'affrontent, c'est des ethnies qui s'affrontent. Même des corporations aujourd'hui se confondent à des partis politiques, à des embranchements de partis politiques. Imaginez, le secteur du commerce est en train d'être politisé. Le mouvement Guinée avant tout compte faire adhérer les différentes couches influentes de la société, notamment les religieux, les chefs coutumiers, les universitaires, en passant par la diaspora, pour démontrer le bien fondé du passage du multipartisme au bipartisme. Autre chose dans cette édition, signature ce jeudi à Conakry entre l'État guinéen et le Winding Consortium Simandou de la Convention ferroviaire et celle portuaire pour le transport et l'évacuation du minerai de fer des blocs 1 et 2 de Simandou. 16 milliards de dollars US, c'est le coût estimatif de réalisation de ce projet d'exploitation du gisement de fer du Simandou par ce géant minier. Idrissa Bari et commente les images de Salifouli Fossissé. La finalisation de ces 2 dernières conventions vient compléter le cadre d'investissement de projets d'exploitation des gisements des blocs 1 et 2 de Simandou. Ces conventions ferroviaires et portuaires portent sur les conditions particulières de construction des infrastructures concernées. Le consortium s'engage à construire une ligne de chemin de fer de 650 à 679 km reliant la mine à un port en eau profonde de 80 millions de tonnes par an comme capacité. C'est le plus grand projet minier actuellement au monde. Ce n'est pas une petite affaire. Et seule l'entreprise ne pourra pas le faire. Seul le gouvernement ne peut pas le faire. Il faut l'adhésion des communautés environnantes. Il faut l'adhésion de tous les services publics. Il faut l'adhésion de tous les Guinéens. Cette convention a été négociée entre les représentants de l'État guinéen et ceux de l'investisseur autour du droit applicable et la stabilisation fiscale et douanière, les stipulations concernant le régime d'accès des tiers dans le cadre de la politique de mutualisation des infrastructures auxiliaires aux mines et le transfert des infrastructures ferroviaires et portuaires à l'État. Les revenus directement liés à ces mines vont être importants pour le budget de la nation, mais aussi les revenus indirects par les emplois qui sont créés à travers les sous-traitants. Tout ceci est aussi l'aboutissement, il faut le dire, d'une vision du président de la République qui, en 10 ans, a fait de la Guinée un acteur majeur dans l'espace minier mondial. Et je crois qu'il s'agit d'actions qui sont toutes à son honneur et qui permettent à notre pays d'engranger des ressources importantes qui vont lui permettre de financer tout son développement et notamment les autres secteurs. Comme impact, ce projet de développement minier des blocs 1 et 2 de Simandou par ce consortium, dans son exécution, va créer plus de 65 000 emplois directs et indirects. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre un programme de formation de transfert des compétences en faveur des Guinéens. Ce qui nous rassure, c'est que les investisseurs sont déjà sur le terrain, ont déjà commencé les travaux préparatoires et les études. Et donc cela nous donne beaucoup d'espoir qu'ils respecteront leurs engagements. Ils en ont déjà donné la preuve en Guinée. La mise en œuvre du projet est le prochain défi, et je dirais même le plus important auquel nous allons nous attaquer. Les revenus directs de l'État sont estimés à plus de 15 milliards de dollars américains sur la durée de la convention de base.
Le chemin de fer, le matériel roulant et les infrastructures portuaires seront gratuitement transférés en bon état d'entretien et de fonctionnement à la fin des 2 conventions qui est de 35 ans. L'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique a désormais une femme à sa tête. Marie Touré, économiste en service à l'électricité de Guinée, remplace Sori Camara, limogé par un décret le 9 novembre dernier. La passation de service a eu lieu ce jeudi. Rosaline Goto-Monemou, Aliouba. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Pour avoir commis des accidents involontaires dans l'exercice de leur métier ou encore leur appartenance syndicale, plusieurs employés de l'hôtel Sheraton Grand Conakry sont désormais au chômage. Ils seraient licenciés arbitrairement par la direction générale du complexe hôtelier en complicité avec l'inspection générale du travail. Selon eux, leur démarche être rétablis dans leurs droits. Mamadou Boy Diallo, Aboubakar Dine, Camara. J'ai cassé un pot de fleurs au niveau de la réception. Et puis le lendemain, on m'a amené une lettre de convocation de licenciement au préalable. Mohamed Saliou Sampil, équipier à l'hôtel Sheraton Grand Conakry depuis 4 ans, est licencié pour avoir cassé accidentellement un pot de fleurs. En dépit des négociations entre la section syndicale et la direction de l'hôtel, rien n'est fait, le jeune est finalement licencié. Quelque temps après, 2 responsables syndicaux sont licenciés à leur tour pour menaces proférées contre la direction générale. Ce licenciement dont ils sont victimes, ces employés de Sheraton le qualifient d'arbitraire et d'abus d'autorité. Nous sommes venus juste demander à notre patron qu'il accepte vraiment pour ne pas que le jeune soit licencié. Nous avons même proposé une cotisation générale de tous les travailleurs pour ne pas que le jeune perde le travail. Comment est-ce qu'on pourra venir menacer le directeur alors qu'on avait besoin de son intervention? Fait reporter plus tard devant l'inspection générale du travail qui a tranché selon les travailleurs en faveur de l'hôtel au détriment de leurs droits. Parallèlement, des démarches ont été aussi menées par la Fédération de l'hôtellerie, du tourisme, restauration et branches connexes auprès de la direction de l'hôtel et de l'inspection générale du travail, mais sans suite favorable. C'est pourquoi ces employés sollicitent l'intervention des autorités pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Nous sollicitons l'implication de Madame la ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, ainsi que Monsieur le ministre du Travail et des Lois sociales pour la réintégration des 2 délégués syndicaux, Mamad Saliou Sampil, l'employé Mamad Saliou Sampil, pour la quiétude sociale et la liberté syndicale au sein de l'entreprise. Comme ces jeunes, beaucoup d'employés sont souvent victimes de licenciements arbitraires dans des entreprises sans règlement en vertu du Code de travail en vigueur en République de Guinée. Et puis, la Guinée se prépare à abriter la Journée mondiale de la santé de la peau du 2 au 4 décembre prochain. La Société internationale de dermatologie et la Ligue internationale de la société de dermatologie et ses partenaires vont célébrer cette journée internationale ici à Conakry. Elle sera commémorée pour la première fois. Algassimou Yaliba et Ibrahima Sori, 5 Souma. Sori Oulare a perdu l'usage de ses 2 pieds à l'âge de 15 ans. Selon lui, c'est la poliomyélite qui l'a rendu handicapé à vie. Aujourd'hui, il a 42 ans et se déplace à l'aide de ses 2 bras. Mais pour les longs déplacements, il s'est arrangé à trouver ce tricycle dont il est très fier et qu'il manœuvre à sa volonté. Une modification dont il dit être l'auteur. C'est moi qui ai fait la modification. Même alors là, je suis au garage. Hier, toute la journée, j'étais là-bas. Ah, d'accord. Je suis avec un bureau, coupé, on la dimension. Parce que celui qui était là-bas, c'était petit. Là où je marche, il y a trop de carreaux, quartier. Regardez, je suis un influme. J'ai dépassé pour l'enfant là. Tu vois mon pied, tous les 2 pieds. Mais tu vois comment je marche même. Mais quand même, je remercie. Je ne peux pas m'arrêter. Quand je dis je vais m'arrêter, non, ici, mais ça me fait mal. On dirait comme tu me tapes quelque chose. Aujourd'hui, grâce à son métier qu'il a appris en Dzérékoré, il ne vit plus de la mendicité
car il est déjà passé par là. Quand il est nouvellement arrivé à Conakry, il y a une vingtaine d'années, Sori a passé une année dans la mendicité pour joindre les deux bouts. Depuis, il répare des postes téléviseurs et des radios et gagne sa vie. 7 ans, j'ai en train d'apprendre quoi. Mais quand même, dès que j'ai fini à mon boulot, je dis mon papa, je vais aller à Conakry. Dans cette maison, il vit seul. Sori Oulare nous confie qu'il a 2 enfants dont il n'est pas en mesure d'assurer la garde. Séparé de la mère de ses enfants, il vit ici grâce à l'appui des voisins. Et puis la dame est partie. Vous voyez, je ne peux pas monter chez moi. Je suis maintenant, mes femmes comme des enfants, c'est des appareils maintenant, quoi. Vous voyez, avec des exemples là. Donc vos enfants, c'est des appareils maintenant? Voilà, c'est voilà. Comme l'autre là, il est à Libéria, bon, l'autre là, il est avec une dame là, Matoutou. En tout cas, depuis celle-là est partie là-bas, alhamdoulilah, mon enfant, c'est quand même Dieu merci. Voilà, Ratia Faïla. Moi, mes dents, il y a ramené, fenêtre là, donc, on a des vidéos, là, bon, là, tout. Sinon, il y a Il est 9h, il s'apprête à rejoindre son atelier où d'autres postes téléviseurs en panne l'attendent. Car une équipe du ministère des Travaux publics s'est rendue ce mercredi sur le chantier du tronçon pont 8 novembre Bellevue pour s'assurer de l'évolution des travaux mais aussi des difficultés rencontrées sur le terrain avec l'entreprise contractante et la mission de contrôle. Des consignes fermes sont données à la société pour terminer le côté droit de la route au mois de décembre. Mamadou Kalisso, Abou Koria Kourouma. La construction des ouvrages d'assainissement évolue à la satisfaction du maître d'ouvrage et la mission de contrôle. Démarré il y a 1 an, ce côté droit du tronçon devrait être finalisé depuis mai dernier. Mais les travaux ont été fortement perturbés par la pandémie de Covid-19 qui a poussé l'entreprise à réduire drastiquement son personnel sur le terrain et le déplacement des installations de la SEG et DDG. Dans les centres urbains, c'est un problème majeur qui freine beaucoup l'avancement des travaux. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que les choses rentrent petit à petit en place et que nous atteignons de plus en plus la vitesse de croisière. Ces travaux perturbent la circulation sur cet axe. Des embouteillages sont fréquents. Le département a réitéré ses recommandations à l'entreprise afin d'accélérer les travaux. Aujourd'hui, le souci, c'est d'essayer de rattraper le retard que nous avons déjà enregistré. Et pourtant, nous avons fait des recommandations à l'entreprise. C'est de multiplier les équipes, de prévoir de faire des travaux de nuit et surtout de renforcer le matériel. De renforcer le matériel parce que nous avons plusieurs fronts de travaux à Kaloum, à Dixine, à Matoto et bientôt à Kagbele où nous allons commencer les travaux de construction de l'échangeur. Donc il faut absolument multiplier la capacité de réalisation de l'entreprise pour qu'on soit dans les délais, puisque le délai contractuel ce matin est de 35 mois. Le niveau d'exécution des travaux est évalué à près de 30% par la mission de contrôle. L'entreprise promet de rendre ce côté droit au mois de décembre prochain et l'ensemble du tronçon au mois de février 2021. La durée de vie de l'infrastructure est estimée à 15 ans après réception en fonction de son exploitation. Une cinquantaine d'enfants déjà casés étaient en passe de se retrouver dans la rue, mais des bonnes volontés viennent de leur en épargner. L'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto, qui les encadre, a désormais un toit et une structure. La fondation Béni a remis une enveloppe de 27 millions de francs guinéens à CIA, leur parrain, pour l'accompagner dans son action humanitaire. Reportage Marissa Camara, Tchern Salouba. Derrière cette cour, le nouveau foyer de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto.
un bâtiment de 9 chambres, 5 douches, 3 salons, 2 cuisines. Trouvé grâce aux personnes de bonne volonté qui ont même pris le soin de payer une avance d'1 an. Un acte salutaire qui encourage CIA à continuer sa lutte, celle d'aider les enfants déshérités de Bambeto. On a eu des locales ici, au bord de la route, nous allons encadrer les enfants et encore, on rêve encore d'avoir plus que ça. On rêve d'avoir encore des centaines d'enfants qui sont dans les ghettos, qui sont dans la rue, qui sont dans les cars plaques. Il y a quelques jours, le président de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto, sommé de quitter son ancien foyer, se demandait où envoyer ses 40 garçons et ses 12 filles, pour qui il a trouvé du travail et dont il est le premier responsable. Aujourd'hui, plus aucune question. Les enfants vont être installés séparément dans ce nouveau bâtiment. Vraiment, je suis surpris. Aujourd'hui matin, je vois la fondation Béni qui sont venus en secours. Il y a Bakari Diaby aussi qui est venu. Quand il a vu à la réseaux sociaux, lui aussi il a payé 6 mois d'avance. On a gagné d'abord pour le moment 1 an d'avance qu'on doit payer au local ici. À côté de la maison, une enveloppe de 27 millions de francs guinéens offerte à l'ONG par la Fondation Béni, présente en Guinée depuis 2018 et dont l'objectif est d'aider les personnes en difficulté. Béni Fondation est une institution internationale qui œuvre pour la défense des droits des enfants et des femmes. Donc nous avons agi dans notre champ parce que ces enfants, ils sont abandonnés et ils sont dehors. Béni Fondation est appelée à préparer un monde meilleur à travers ces enfants. Les clés du bâtiment sont désormais dans les mains du président de l'ONG Aide aux enfants déshérités de Bambeto, qui maintenant doit prendre soin de son nouveau local. Les vendeurs de poissons fumés se sont fortement mobilisés ce mardi à la Caisse nationale de la sécurité sociale. Objectif, exposer leurs problèmes dans la vente de poissons au directeur de la CNSS et montrer leur détermination à accompagner Malick Sankan dans le combat qu'il a mené pour la victoire du président Alpha Condé ou Minatou Sidibé à Maralek Silla. Cette mobilisation est une manière pour l'Union des vendeuses de poissons fumés d'exprimer au directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale leur reconnaissance. Par la même occasion, elle a salué aussi le combat mené par Malick Sankan pendant la campagne électorale qui a abouti à la réélection du président de la République. Nous, notre vocation, c'est d'alimenter, n'est-ce pas, les massés, faire en sorte que la population guinéenne ou les massés guinéens ne mangent pas de poissons fumés. C'est pourquoi nous partons à l'étranger pour payer les produits du poisson et envoyer en Guinée et vendre. Et nous avons vu qu'avec le président Alpha Condé, nous pouvons gagner plus de choses parce qu'il a octroyé à cette union 2 milliards de francs guinéens. Malick Sankan, quant à lui, a invité ces travailleuses de poissons à faire immatriculer leurs membres à la Caisse nationale de la sécurité sociale pour leur éventuelle prise en charge. Celui qui pourra porter leurs paroles auprès de notre président que nous avons librement choisi. Donc tout ce qui peut aider les femmes à s'épanouir, à vivre décemment, nous sommes pour ça. Désormais, nous Guinéens, opposants ou partisans, qu'on se donne la main pour construire le pays. Et c'est ce message d'unité, de réconciliation entre tous les fils et toutes les filles de ce pays que le président de la République a signifié aux Guinéens en leur disant « Je tends la main à tous qui veulent et à toutes celles qui veulent travailler avec moi, quelle que soit leur obédience. » Pour finir, le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale a promis à ces femmes de les aider à résoudre les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien dans l'achat et la vente du poisson, notamment l'absence du magasin de stockage et des chambres froides. Sport pour finir, le défenseur guinéen du Sili, Isiaga Silla, a été renvoyé du groupe pour avoir enfreint au protocole sanitaire. Certains médias révèlent que l'ancien Toulousain s'est offert une virée nocturne prolongée après la victoire étriquée du Sili face au Tchad ce mercredi. Et puis en France, Mauricio Pochettino serait ciblé par le PSG pour remplacer Thomas Tuchel sous menace de licenciement. Plus d'informations avec Paul Fatia Tunkara.
Hier, mercredi, contre le Tchad, à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2021, Isiaga Silla ne sera pas de la partie dimanche à N'Djamena pour la manche retour. Le latéral gauche du RC Lens vient en effet d'être sanctionné pour non-respect du protocole sanitaire et exclu du rassemblement. Le défenseur guinéen Isiaga Silla est renvoyé du groupe pour non-respect du protocole sanitaire imposé au sein du Sili national de Guinée. Il s'envolera d'ailleurs pour la France ce soir. Il est remplacé par Ibrahima Sori Doumbouya du Wakria AC de Boké, a indiqué la Fédération guinéenne de football, sans plus de précision sur l'écart de conduite de l'ancien Toulousain. Les médias locaux évoquent quant à eux une virée nocturne prolongée après le match. Averti mercredi et suspendu pour le retour, le milieu du terrain Ibrahima Kamara a quant à lui été remplacé par le local Jean Moustet du Afia FC. La mauvaise nouvelle est confirmée pour Liverpool. Comme pressenti, le défenseur central de Reds, Joe Gomez, 23 ans, 7 matchs en Première Ligue cette saison, blessé avec l'équipe d'Angleterre, a été touché au niveau du tendon rotulien. Opéré, l'international anglais va manquer une grande partie du reste de la saison 2020-2021. Selon un communiqué officiel du champion d'Angleterre en titre ce jeudi. Un vrai coup dur qui s'ajoute à la blessure de Virgil van Dijk, absent jusqu'au mois de mai prochain. Le Paris Saint-Germain dispose de plusieurs pistes en cas de départ de l'entraîneur Thomas Tuchel qui pourrait être remercié dans les prochaines semaines. L'une d'entre elles mène à Mauricio Pochettino, licencié l'hiver dernier par Tottenham. Et cela tombe bien puisque, selon les informations de Mundo Deportivo, le technicien argentin garderait un œil très attentif sur la situation de Tuchel au sein du club de la capitale française. D'après nos confrères, l'option privilégiée par Pochettino reste Manchester United, où Ole Gunnar Solskjaer se trouve également sous la menace d'un licenciement, mais l'ancien coach de l'Espagnol Barcelone ne veut se fermer aucune porte. Cela vaut donc pour le PSG, mais également Chelsea ou encore Manchester City, même si Frank Lampard et Pep Guardiola ne semblent pas en danger. Le Bayern Munich s'intéresse au défenseur central français de Leipzig, Dayo Upamecano, pour remplacer l'an prochain Jérôme Boateng en fin de contrat, affirme ce jeudi le quotidien allemand Sport Bild. Selon le journal, le club champion d'Europe n'a pas l'intention de prolonger Boateng, champion du monde 2014, qui joue actuellement au meilleur niveau, mais vient de fêter ses 32 ans. Les Bavarois auraient en revanche un œil sur Upamecano. À 22 ans, le joueur formé dans la filière Red Bull a connu en septembre-octobre ses 3 premières sélections en équipe de France. Selon la presse, il dispose d'une clause de départ de 42 millions d'euros l'été prochain. Les règles de quarantaine pourraient être levées pour les spectateurs étrangers des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, reportés à 2021 à raison du coronavirus, ont déclaré jeudi les organisateurs, alors que l'optimisme grandit quant à la tenue de l'événement avec du public. Les déplacements des athlètes et des officiels seront fortement limités pendant les 2 semaines suivant leur entrée au Japon, mais cela sera difficile à mettre en œuvre pour les spectateurs, a déclaré le directeur général du comité d'organisation de Tokyo 2020. Les Jeux Olympiques de Tokyo doivent s'ouvrir le 23 juillet 2021 après un report historique d'un an décidé en mars de cette année à la suite de la pandémie du nouveau coronavirus. Des décisions sur le nombre de spectateurs aux Jeux Olympiques l'an prochain ou sur les règles pour le public seront prises au printemps prochain, a précisé le directeur général du comité d'organisation. Les responsables japonais et olympiques se montrent plus confiants, en particulier depuis l'organisation réussie de 2 compétitions test ces dernières semaines à Tokyo, baseball et gymnastique. Lors d'une compétition de gymnastique dimanche dernier, environ 2000 spectateurs ont été soumis à de sévères restrictions, masques, désinfection des mains, prise de température, interdiction de crier pour éviter de répandre les postillons. M. Muto a dit que des mesures similaires étaient envisagées par les organisateurs olympiques tout en s'interrogeant sur l'aspect pratique et la faisabilité d'une interdiction des acclamations. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.